Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé pour le petit contretemps technique. Donc je vous présente Anne Renoux qui nous vient de l'université de Brest, donc en France. Ne vous y trompez pas, elle est originaire de Belgique et elle y tient, et c'est très important. Alors Anne travaille depuis un certain nombre d'années sur tout un ensemble de thématiques. Elle est professeure d'éducation physique de formation. Et aujourd'hui, elle vient nous présenter un travail qu'elle fait sur les aires marines protégées dans le cadre d'un travail que tu as fait au post-doctorat. Donc vous allez avoir la chance aujourd'hui d'avoir la présentation complète avec les résultats de recherche, avec l'ensemble des choses. Donc on est à peu près une quinzaine de personnes. La majorité, tu ne les vois pas, ils sont en ligne, mais ils sont bien là pour t'écouter et puis pour savoir qu'est-ce que tu as à nous dire. Donc Anne, merci beaucoup d'être ici. Je te cède la parole. À toi. Merci beaucoup pour l'invitation à Teguen et puis à la chaire UNESCO à la Grappa pour l'invitation. Moi, je suis très heureuse de pouvoir partager un peu nos recherches qu'on mène avec notre équipe en Bretagne et en France sur notamment l'éducation à l'environnement. Je vais vous... En gros, je ferai une petite introduction pour situer un peu les activités physiques de nature et l'éducation à l'environnement à l'école en France. Et après, je vous présenterai les résultats d'une recherche qu'on a menée l'année dernière dans le cadre d'un post-doctorat à l'École normale supérieure de Rennes sur des enseignants qui essayent d'intégrer justement l'éducation à l'environnement dans et par l'éducation physique. Et après, je vous présenterai donc le projet de recherche qui démarre cette année pour 3 ans, justement sur les aires marines éducatives et qu'on va développer dans différentes régions. Et aussi un réseau de recherche auquel je participe qui s'appelle Rebelle et que je vous présenterai aussi à la fin. Alors, pour situer comment sont organisées les activités physiques en France, elles sont organisées par différentes catégories, donc champs d'apprentissage en fonction de différents objectifs. Donc il y a un premier objectif, c'est vraiment de réaliser une performance mesurable à une échéance donnée. Ça va être tout ce qui est course, lancer, saut, natation de vitesse. Une deuxième catégorie qui va être sur le fait de se déplacer dans un environnement incertain, donc où il va y avoir notamment les activités de nature, escalade, course d'orientation, sauvetage ou vélo tout terrain, mais qui est différent d'ici, c'est mountain bike je crois ici. Voilà. La troisième, c'est toutes les activités d'expression, donc de réaliser une performance devant un public, de pouvoir s'exprimer, toutes les activités gymniques, les activités artistiques. Une quatrième catégorie qui va être les activités d'affrontement individuel ou collectif, donc tout ce qui est sport collectif, activités de raquettes et activités de combat. Ça, c'est les activités qui sont au collège, c'est-à-dire l'enseignement secondaire ici, entre 11 et 15 ans. Et la dernière catégorie, là, la cinquième, c'est quelque chose qui s'est rajouté il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années, sur toutes les activités de bien-être, d'entretien de la forme, de la santé, etc. Et qui intervient que pour les élèves les plus âgés, donc au lycée, ce qui correspond plus ou moins au cégep, où il va y avoir beaucoup de musculation, surtout de la course en durée, et parfois du yoga, du step aussi, de la natation de durée. Donc voilà. Parmi ces activités, il y a l'éducation physique en France, c'est éducation physique et sportive, contrairement à d'ici où le S est sur la santé. Donc il y a vraiment une importance aux pratiques sportives compétitives. Au cours de son parcours au collège, de sa scolarité au collège, un élève il va passer environ 70% de son temps dans des activités de performance ou de confrontation, c'est-à-dire surtout la première et la quatrième catégorie qui prennent beaucoup de place dans les programmations, surtout la quatrième catégorie. Là-dedans, il peut y avoir certaines activités qui sont organisées en plein air, comme du rugby ou de la course de durée, etc. Mais ce n'est pas l'objectif, voilà, ça peut être sur un terrain synthétique, c'est des milieux assez standardisés, et ce n'est pas l'objectif vraiment d'interagir avec l'environnement, mais ça peut être en plein air. Et donc finalement, il y a assez peu d'activités de nature. Donc sur la deuxième catégorie là, qui regroupe les activités dites de nature, où ça va être un peu par le plein air, il y en aurait environ 10%. Les chiffres au collège, en fonction des académies, c'est 7-8%. Et là, les derniers chiffres donc au baccalauréat, où on voit quand ils présentent les épreuves qu'ils présentent, les derniers chiffres là, de 2022, c'est environ 10% qui vont présenter ça. Ça, c'est les activités les plus générales. Après, en fonction des académies, il y a aussi des spécificités ou d'autres activités qui peuvent être rajoutées. Mais parmi ces 10% de la programmation sur des activités qui vont être par le plein air, donc escalade, course d'orientation, c'est l'escalade, la course d'orientation.
environ 40% sur l'escalade et souvent en structure artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont des murs à l'intérieur. Ça va être assez rare que ce soit en plein air. Donc finalement, les activités de nature, elles ne sont pas toujours en interaction avec la nature. Voilà, il y en a beaucoup dans des milieux très standardisés. Et après la course d'orientation qui, elle, va être vraiment en plein air et vraiment par le plein air, qui va être aussi à peu près 40%. Les contenus, ils sont quand même beaucoup axés sur la sécurité de l'élève et aussi sur la performance qui sera évaluée dans le cadre des évaluations. Donc finalement, peu de contenu sur vraiment l'interaction avec la nature. Et le plein air n'est pas une catégorie où, pour l'instant, c'est peu présent, ce n'est pas un aspect qui est vraiment valorisé en tant que tel. Ça l'a été. Il y a eu des demi-journées de plein air, notamment dans l'entre-deux-guerres, où c'était beaucoup plus présent dans l'éducation physique. Là, c'est peu présent en tant que tel, mais ça revient probablement, cet intérêt pour le plein air. Donc, pour conclure sur ces approches, c'est que souvent, c'est Aline Pintante qui dit que la capacité de l'élève à optimiser son engagement, sa performance et son efficacité dans l'action prévaut généralement sur l'expérience corporelle qu'il va vivre dans l'instant, dans l'interaction avec la nature. Ça, c'était pour les activités physiques ou l'éducation physique. Et sur ce qui est de l'éducation à l'environnement dans l'école en France, c'est très rapidement, mais c'est à peu près à partir de la fin des années 70 où on commence à parler d'éducation à l'environnement, où il y a aussi tout le mouvement, beaucoup d'associations d'éducation à l'environnement et d'éducateurs à l'environnement qui se sont montés. Et après, depuis, ça rentre dans les programmes un peu à ce moment-là, mais depuis le début des années 2000, c'est plutôt éducation à développement durable qui est mobilisé comme vocabulaire. Donc, ça se présente beaucoup sur le développement durable ou la transition écologique dans les programmes. Et ce qu'on observe par rapport à ça, c'est que c'est quand même une conception dualiste, une approche très cognitive, c'est-à-dire que ça va être beaucoup de transmission de connaissances sur la nature, sur l'environnement, principalement par les sciences, les sciences et vie de la Terre, beaucoup de transmission de connaissances souvent décontextualisées, et qu'on sépare beaucoup la connaissance et l'expérience, ce que l'élève peut vivre dans l'action ou dans le cadre de l'éducation physique. Et en dehors de ce qu'il y a dans les programmes, donc dans les différents programmes, même si c'est considéré comme être transversal, c'est une thématique qui est transversale, mais pour autant, comme les différentes disciplines sont très cloisonnées, ça va être des contenus qui vont se retrouver dans les différentes disciplines. Et en dehors de ça, il y a des dispositifs qui vont se rajouter avec des éco-délégués dans toutes les classes. Maintenant, il y a des éco-délégués qui mènent des projets, qui sont comme le délégué de classe, mais sur les questions d'écologie, qui vont mener des projets. Ça va être souvent sur la gestion des déchets à la cantine ou sur un peu des éco-gestes ou des choses qui vont être accompagnées par des enseignants là-dedans ou des différents labels. Il y a un label établissement engagé dans une démarche de développement durable. Voilà, c'est le 3D. Voilà. Différentes choses qui se rajoutent un peu en dehors. Dans ce contexte-là, par rapport au fait d'être en plein air ou en rapport avec la nature, voilà, il y a beaucoup de littérature aujourd'hui qui montre un peu la déconnexion des enfants avec la nature. Donc 4 enfants sur 10, une étude qui montre qu'ils ne jouent jamais dehors les jours d'école. Donc ils sont beaucoup plus devant les écrans, peu en extérieur. Et aussi le fait que la population est de plus en plus urbanisée, même si peut-être que post-Covid ça change un petit peu, mais 80% de la population française habite en ville ou en milieu urbain. Donc ce contexte est vraiment un contexte un peu de manque d'expérience de nature des enfants et des adolescents et de ce qu'on dit d'amnésie environnementale, c'est-à-dire que quand on leur parle de disparition de la biodiversité, des espèces, etc., c'est quelque chose qui pour eux n'a pas forcément, qu'ils ne connaissent pas forcément. On leur parle de quelque chose qui disparaît, mais qu'ils ne connaissent pas, donc ils ne sont pas vraiment préoccupés par ça. Ce n'est pas une réalité pour eux dans leur quotidien. Et c'est un exemple que je donne parfois avec des élèves d'un collège avec lesquels on a travaillé, où l'enseignante de PS pendant le Covid les emmenait justement un peu faire de la randonnée dans la nature. C'est des enfants très urbains d'un quartier un peu populaire qui sortaient peu de leur quartier, même s'il y a beaucoup d'environnement naturel autour. Et quand elle leur a montré les noisettes qu'on pouvait récolter à l'automne, qui sortaient des fruits du noisetier, et qu'elle a ouvert la noisette, il y a un enfant qui pensait qu'il trouverait du Nutella à l'intérieur plutôt qu'une noisette, parce que ces représentations de ce que c'est des noisettes, c'est par la publicité, par les écrans, etc. C'est un exemple parmi d'autres de représentation de la nature comme quelque chose assez extérieur à eux.
Donc, dans ce contexte, il y a un vrai enjeu de reconnecter les enfants à la nature. C'est assez global. C'est des choses aussi dans les dispositifs ou les programmes de l'UNESCO qui valorisent une éducation plus globale, qui associe vraiment engager les élèves par l'action, socialement et émotionnellement, dans des apprentissages axés vraiment sur l'action et la participation de l'élève. Et donc, dans ce contexte, le PS pourrait être vraiment par l'expérience incorporée qui fait vivre à l'élève un levier de reconnexion entre les corps et leur environnement dans le cadre scolaire, pour s'adresser vraiment à l'ensemble des élèves. Donc la recherche que j'ai menée l'année dernière dans le cadre du post-doctorat à l'École normale supérieure de Rennes, elle portait vraiment un peu là-dessus. Comment est-ce que l'EPS peut constituer un levier pour ça? Et on s'est intéressé, donc c'était une recherche à l'initiative de Léa Gottsman, qui est enseignante-chercheuse à l'ENS de Rennes et un inspecteur d'éducation physique de l'Académie de Rennes aussi. Et ils avaient constitué un groupe ressources avec des enseignants d'EPS, des chercheurs formateurs de l'ENS, certains étudiants, des inspecteurs pédagogiques, et ces différents enseignants qui enseignent en collège et en lycée réunis sur l'ensemble de la Bretagne, ils avaient été réunis pour leur investissement et pour leur engagement justement dans des projets d'éducation à l'environnement en EPS et par l'EPS. Ce groupe, il avait différents objectifs. C'était de concevoir des contenus qui intègrent l'éducation à l'environnement et les expérimenter pour pouvoir après aussi les diffuser à d'autres enseignants. Ils travaillent aussi sur un outil de repérage pour les enseignants, donc différents indicateurs, comment est-ce qu'on a intégré l'éducation à l'environnement, quels indicateurs, et différents outils et supports pour la formation des enseignants. Et l'objectif du projet de recherche, donc l'année dernière, c'était un peu d'essayer d'identifier, d'aller rencontrer ces enseignants pour identifier quelles sont les dispositions à agir qu'ils ont pu développer, les compétences particulières, qui fait qu'aujourd'hui, ces enseignants-là s'engagent à intégrer l'éducation à l'environnement en EPS. Quelles sont les expériences qu'ils ont vécues dans le cadre de leur formation académique ou en dehors, qui les amènent à mener ces projets aujourd'hui, et aussi identifier dans les contextes, dans leurs établissements, quelles sont les conditions favorables, les obstacles et les leviers en fait, au fait de pouvoir mener ces projets, de les concrétiser vraiment. Un petit mot rapide sur la méthodologie. J'ai mené des entretiens avec 12 enseignants. Donc, il y avait 4 hommes, 8 femmes en collège et lycée, donc secondaire, cégep, entre 30 et 55 ans. Et les entretiens compréhensifs, c'est une approche qui vise aussi vraiment à briser la hiérarchie qui peut parfois s'instaurer entre le chercheur et l'enquêté, entre l'enquêteur et l'enquêté. Et le fait d'être enseignante d'éducation physique, c'était aussi un atout parce que c'était vraiment permettre d'avoir un échange en tant que collègue avec eux, même si on était dans la démarche d'enquête avec cet objectif-là. C'était vraiment pouvoir se situer vraiment au même niveau. C'est aussi une méthode qui est caractérisée par le fait de s'engager, c'est-à-dire que l'enquêteur, il ne va pas essayer de rester forcément neutre et très objectif, parce que parfois l'effet rétroactif, c'est que du coup l'enquêté, il va aussi parfois peut s'engager dans l'entretien. Donc là, c'était vraiment plus aller sur un style conversationnel pour pouvoir aller sur des choses, sur vraiment leur vécu, sur des petites histoires de vie, des petites expériences, donc sur un style assez informel de discussion. L'idée, c'est et donc aussi que l'enquêteur, moi en tant que chercheur, c'est de s'engager sur des conceptions, ou des émotions, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment accéder plus à leur vécu, des choses qui leur paraîtraient parfois anecdotiques ou pas intéressantes. Donc là, ça permet d'être sur un échange comme ça. Pour autant, il y avait une grille, un guide d'entretien qui était sur une sorte de cartographie de territoire à explorer. Donc pour autant, en amont, j'avais toute une liste de questions très structurées qui ont été synthétisées après sous forme de cartographie avec différentes sphères que je voulais explorer. La sphère en bas à gauche et à droite, c'est vraiment tout le contexte un peu familial, leur socialisation, l'enfance et l'adolescence, avec un côté sur le rapport à la nature, quelles sont les expériences qu'ils ont vécues durant leur enfance et leur adolescence. Et à droite, toute leur conception sociale, éducative, tout ce qui pouvait être engagement en fait dans le milieu, hors du milieu scolaire, hors du milieu professionnel. La bulle bleue
en bas, c'est leur parcours de formation. Qu'est-ce qui les a amenés aujourd'hui, là au centre, c'est amener ces projets-là, parce que c'était vraiment l'objet de l'intérêt de la recherche, c'était les projets qu'ils mènent avec leurs élèves, donc c'est le petit cercle au centre. Et au-dessus, la grande bulle bleue, c'est tout le contexte dans lequel ça se déploie, donc avec le chef d'établissement, les collègues, les élèves, les partenaires extérieurs, tout ce qui va constituer des ressources ou des obstacles. Et c'était intéressant parce que c'était quelque chose que je leur présentais et qui, moi, me servait aussi à me repérer où est-ce que... est-ce qu'il y avait des choses qui manquaient. Ça permettait de différentes entrées, donc en fonction de comment démarrer l'échange, on pouvait rentrer plus par un côté ou l'autre côté, et après de cheminer à l'intérieur de ce territoire en fait à explorer. Et moi aussi de voir, on va aller un peu plus vers ce secteur-là qu'on n'a pas trop. Et certains enseignants s'en sont aussi emparés dans le cadre de l'échange. Ils me disaient « Ah ben on n'a pas trop été là » ou « Moi je vais te parler de ça ». Donc c'était un outil un peu partagé et c'était vraiment l'idée de s'engager ensemble dans ce questionnement, quoi. Alors les résultats, là c'est un peu dessiner un peu le profil type de... alors c'est pas du tout des enseignants qui vont être représentatifs de l'ensemble des enseignants, puisque vraiment ils ont été choisis pour leur engagement. Donc c'est identifier le profil. Il y a deux choses qui ressortent vraiment fort. Le fait qu'ils ont vécu tous des expériences de nature durant l'enfance ou l'adolescence dans un cadre familial ou amical. Ça c'est vraiment quelque chose qui les réunit et qui les a vraiment marqués. C'est juste un exemple d'une enseignante qui me disait « La nature, c'était les vacances. Je partais avec les cousins en vadrouille, en vélo à travers les champs. Ce rapport, oui, collectif, familial, d'aller se promener dans la nature. » Et ça se retrouve vraiment dans l'ensemble de les expériences, dans différents domaines, mais vraiment dans le cadre de loisirs, de vacances. Et pas du tout un rapport justement compétitif. Par la suite, ils vont pratiquer des activités physiques de nature, parfois en club ou entre amis, mais c'est toujours dans un côté, ils disent, hédoniste, de plaisir d'aller se fondre dans l'environnement. Il y a vraiment, alors parfois il y a de la technique, en escalade, pouvoir aller faire des grandes voies en falaise ou en surf, sur la côte, là il y en a qui font du surf de la voile, donc il y a une dimension technique dans les activités, mais l'objectif c'est pas, ils n'étaient pas en compétition. Dans ce cadre-là, c'est vraiment l'objectif de faire corps avec l'environnement, en surf, etc., d'être en osmose. Il y a vraiment cette recherche-là, il parle de résonance avec l'environnement, etc., qui sous-tend ce rapport aux activités. Pour autant, en parallèle, ils font des activités compétitives en club, différentes activités, mais les activités de nature, elles sont teintées de cette manière-là. Hop, je ne suis pas dans le bon sens. Et donc, il y a ils ont développé une sensibilité environnementale. Il y a un engagement au niveau personnel dans leur vie de tous les jours. C'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup, la crise écologique, les enjeux environnementaux. Et donc, c'est une première... dans leur profil, c'est vraiment cette identité écologique qu'ils ont pu développer. Et il y a une perception vraiment d'un manque de prise en compte, d'une véritable prise en compte des enjeux écologiques à l'école. Voilà, pour eux, c'est plus des questions d'affichage, et en tout cas dans leur pratique professionnelle en éducation physique, c'est peu présent. Et donc un besoin, une volonté et même un besoin d'agir en tant qu'enseignant dans ce domaine-là. Donc ça part vraiment de la volonté des enseignants de terrain d'intégrer ces enjeux-là de façon plus concrète. Et alors, la deuxième caractéristique forte que moi j'ai regroupée sous l'appellation de créativité de l'agir, avec plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire que c'est des enseignants qui ont vraiment une bonne connaissance de ce que j'appelle l'écosystème éducatif. Beaucoup, ils ont des parents, ils ont un milieu familial en fait assez proche de l'éducation, c'est-à-dire des parents enseignants ou des personnes dans leur entourage qui sont enseignants, donc ils ont une sorte de socialisation à l'enseignant comme beaucoup d'enseignants. Donc je veux dire, ils sont adaptés vraiment à ce contexte-là. Ils connaissent le contexte scolaire, ils vont arriver à vraiment identifier les obstacles et les leviers. C'est cette bonne connaissance de l'environnement scolaire qui va leur permettre vraiment de pouvoir se mouvoir là-dedans et d'utiliser, de créer des marges de liberté. Ils savent très bien, voilà, je peux aller voir celui-là, le gestionnaire, et ils savent, voilà. Et en plus, ils ont une certaine expertise. Il y avait peu d'enseignants jeunes, il y en avait un ou deux qui étaient plus jeunes, mais certains, ils ont déjà au moins une dizaine d'années d'enseignement. Donc c'est pas quand ils s'engagent en tant que néo-enseignants, mais c'est après un certain temps où ils ont une certaine confiance dans leur expertise et dans leur fonctionnement. Et donc cette bonne connaissance, voilà, et
une caractéristique, donc c'est de percevoir, d'identifier les obstacles. Donc ça, ils savent ce qui coince. Souvent, ils sont assez évidents, les obstacles, mais aussi de percevoir des potentialités et d'arriver à les relier. C'est-à-dire, tel dispositif, ça va me permettre d'avoir des moyens. Je vais aller parler à tel collègue parce que je sais que lui, ça va matcher avec lui. Et voilà, ils identifient divers possibles, en fait, et ils vont utiliser et même parfois créer des marges de liberté dans cet environnement. Après, d'autres caractéristiques de leur démarche, c'est le fait de toujours expérimenter, c'est-à-dire ils ont peur de la routine, ils veulent toujours de nouvelles choses, ils ont besoin d'apprendre, etc. Oser prendre des risques aussi, se remettre en question dans leur pratique pédagogique et s'adapter, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils prévoient, en fonction ça ne se passe pas comme prévu, ils ont une très bonne capacité d'adaptation. Après, comme beaucoup d'enseignants d'éducation physique, ce qu'ils me disaient, pour nous ça fait partie aussi de notre métier parce qu'on a prévu telle activité mais il pleut, où la salle n'est pas libre, ils ont cette capacité d'adaptation. Et le fait aussi de collaborer avec les collègues, de travailler en équipe, il est vraiment essentiel, et d'arriver même à fédérer un peu les collègues autour d'une idée. Et ça, c'est plus difficile d'identifier en fait à travers quelles expériences, l'identité écologique, on peut identifier vraiment les expériences de nature. Ces dispositions-là, c'est difficile d'identifier. Alors certains, c'est dans le cadre familial, des parents qui sont entrepreneurs, et même en discutant, ils disent « Ah, j'avais pas pensé, peut-être que c'est ça qui fait que oui, j'initie des projets. » Et je leur demandais « Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'initiative de projet ?» Il n'y a pas vraiment un profil vraiment type ou commun là-dessus. Peut-être le fait aussi des pratiques pour certains, les pratiques en club, le fait de travailler en équipe, etc., d'organiser des choses, mais c'est pas vraiment récurrent, c'est plus diffus. Et ils sont considérés aussi dans leurs établissements comme, ils disaient, des grands logisticiens, grandes logisticiennes. Ils sont, pour leur dynamisme, ils sont vraiment engagés dans beaucoup de projets. Et donc, ils ont vraiment cette caractéristique d'essayer de créer des projets qui ont du sens pour eux et qui ont du sens pour les élèves au regard de valeurs et de conceptions écologiques, sociales et éducatives. C'est vraiment l'intention qui va porter leur action, c'est d'essayer d'amener de la cohérence et du sens dans ce qu'ils vivent et dans leur pratique enseignante, voilà, au regard de cette identité écologique. Et après, pour essayer de caractériser un peu vous expliquer un peu les différents projets qu'ils font et l'intention en fait qui porte la mise en œuvre de ces projets. Donc la première chose, c'est vraiment l'envie de faire vivre des expériences de nature aux élèves, parce que eux, ils ont vécu et ce plaisir et cette connaissance d'être à la nature et cette relation à travers les activités physiques, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de faire partager et de permettre aux élèves de vivre ce type d'expérience-là et ce plaisir vraiment d'agir dans l'environnement naturel. Et la deuxième chose, certains était vraiment là-dessus, sur cette approche des expériences de nature. Et il y avait une autre préoccupation qui était vraiment sur le fait de développer la coopération entre élèves. Et là, ça va être plus peut-être sur aussi dans l'adaptation au changement climatique ou dans la crise écologique, le fait que qu'il y a une montée des tensions identitaires, qu'il y a beaucoup de déplacements de population. Ils se disaient, on ne peut plus rester vraiment dans une culture de la compétition, d'accaparement des ressources, d'exploitation des ressources. Et il faut apprendre aux élèves, plutôt que tout le temps être en compétition pour gagner, il faut vraiment passer à une culture de comment collaborer, comment partager les ressources. Et en collaborant, on peut tous être gagnants. Donc il y avait vraiment des exemples de jeux qui mettaient en place par rapport à ça et qui dénotent quand même un peu, même si ça reste encore marginal dans la culture enseignante. Souvent, c'était quand même des projets hors du cadre scolaire traditionnel. Parce que parmi les obstacles que je vais vous présenter après, il y a les conditions d'enseignement dans le cadre traditionnel qui sont assez compliquées pour permettre de développer cette approche qui veut le plus sensible dans la nature. Donc il y avait différents dispositifs dans le cadre desquels ils s'emparaient, les aires marines éducatives, où je vous en parlerai après. Parfois, c'était dans le cadre de l'association sportive. Je ne sais pas s'il y a ça ici en France. C'est les enseignants d'éducation physique peuvent consacrer 3 heures à l'association sportive. Donc, c'est des activités extrascolaires. Ça peut être sur le temps de midi, ça peut être le mercredi. Et donc là, c'est des élèves qui sont volontaires, qui vont s'inscrire dans ces activités-là. Et du coup, il n'y a pas la question d'évaluation, de programmation. C'est beaucoup plus libre. Donc, ils créent des
des activités autour du sauvetage en mer, du vélo. Ils ont fait des associations environnement, et ça dénote tout à fait, parce que d'habitude c'est vraiment autour d'une activité sportive avec plein d'activités autour de l'environnement, ou une activité potager ou des choses comme ça. On dit, est-ce que le potager ça peut être une activité physique, le fait d'aller retourner le jardin, etc. Des classes à options, surf ou nature, la formation justement des éco-délégués, enfin c'est plein de choses où ils vont aller trouver des heures et des moyens d'avoir des élèves en dehors d'un cadre scolaire traditionnel. Ils vont aller camper avec eux 2 jours dans la nature, etc. Ou alors l'organisation de séjours, parfois pour une classe, parfois pour une option où ils vont aller faire le GR, c'est le circuit de grande randonnée en Corse, ils vont amener les élèves vivre cette expérience-là, des sorties vélo, des projets voile, ou parfois c'est un projet sur l'année qui va fédérer différentes disciplines. Et l'objectif c'était d'aller une semaine, ils construisaient des filtres, je crois, pour filtrer les matières plastiques, et après ils allaient faire du catamaran avec les élèves et pouvoir tirer les filtres, etc. Donc c'est des projets qui vont être l'objectif lors d'une sortie et qui vont un peu donner du sens aux apprentissages durant l'année. Des séjours surf autour de la kayak, de la plongée, etc. Mais donc qui est toujours qui s'adresse à certains élèves, quoi. C'est pas l'ensemble des élèves. Et d'autres qui vont essayer vraiment d'intégrer l'éducation à l'environnement dans le cadre vraiment du cours d'EPS, notamment qui ont développé un module de course orientation environnement. Donc au lieu d'être que sur les enjeux sportifs, ils rajoutent des enjeux de connaissance de leur environnement, une sorte de jeu de piste avec observer un peu des détails enquêtés. Dans le cadre du cours d'EPS, cet enjeu vraiment de passer d'une culture de la compétition à une culture de la coopération, donc diminuer les enjeux de compétition, favoriser des jeux collaboratifs de gestion ou de partage des ressources qui vont développer. Là, c'est une citation d'un des enseignants qui a un langage un peu fleuri, mais qui disait « Même si j'ai la maçonnerie, j'ai pas envie de construire des murs pour éviter que les autres puissent envahir mon territoire. Œuvrer pour éviter qu'on se mette sur la gueule, même si je pense que ce serait inévitable. » C'est assez fleuri ou imagé, mais ça montre un peu une véritable préoccupation quand même qu'ils ont sur la crise actuelle et les problématiques auxquelles vont être confrontés les élèves, et que pour eux c'est un vrai besoin de développer ces éléments-là. Rapidement sur les différents obstacles et leviers, parce que vraiment, en fait, leur disposition, c'est vraiment interdépendant de le contexte dans lequel ils évoluent. Certains enseignants, avant d'être titulaires de leur poste, en fait, ils sont remplaçants. Pendant une dizaine d'années, ils vont être sur une région, ils vont faire des remplacements. Et ça leur permet en fait de voir plein d'établissements, de connaître plein d'établissements. Et certains, ils ont vraiment mis du temps pour aller dans tel établissement parce qu'ils savaient que là, ils auraient les conditions d'enseignement, les conditions géographiques aussi proches de l'océan, et une équipe très dynamique, etc. Donc voilà, le développement, l'actualisation de leurs dispositions, le fait qu'ils puissent les concrétiser dans des projets, c'est vraiment interdépendant de l'environnement dans lequel ils sont. J'espère que je ne suis pas trop longue, tu me dis, ça va. Ok. Un des obstacles assez principal dans le second degré, c'est le fait du cloisonnement des disciplines et des emplois du temps. C'est-à-dire que pour aller dehors, faire des activités, si c'est sur un créneau horaire, c'est difficile d'avoir suffisamment de temps pour sortir, pour vraiment mener un projet et avoir des activités plus poussées. Donc le levier, c'est vraiment le travail en équipe interdisciplinaire, et ça c'était une des premières choses qu'ils mettaient en avant, c'était la convivialité avec les collègues. C'est des projets qui mènent entre collègues, ils vont s'investir dans ces projets, et cette dynamique collective et des valeurs partagées, c'est vraiment ça qui est essentiel. Il y a beaucoup d'obstacles institutionnels, juridiques, législatifs. Par exemple, certains qui voulaient sortir en vélo pour aller en vélo jusqu'à l'endroit où ils pratiquaient leur activité, mais dans les lignes des budgets ou du gestionnaire, il y avait le bus, ils pouvaient prendre un bus, mais vélo, il n'y avait pas. Ils ne pouvaient pas mettre le vélo, ils ne pouvaient pas avoir le budget pour les... C'est des trucs qui paraissent absurdes, mais il y en a beaucoup. Ou d'autres enseignants qui voulaient faire une dégustation de tomates biologiques, etc. Ils avaient monté un potager et ils n'avaient pas le droit de le faire dans le cadre de l'enceinte scolaire parce qu'il y avait des risques. Voilà. Donc ils l'ont fait sur le parking. Ils ont mis la table sur le parking parce que là c'était... Alors voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont paraître absurdes et qui vont vraiment parfois être épuisants parce que ça n'a pas toujours de sens.
Ce qui est essentiel par rapport à ça, c'est vraiment le soutien du chef d'établissement qui va pouvoir avoir une souplesse par rapport au cadre, permettre de l'aménagement des emplois du temps, et au contraire, et comme ça change régulièrement, un chef d'établissement qui ne va pas être favorable peut remettre en question les projets. Un autre obstacle, c'est les conditions d'enseignement ou le manque de sens des évaluations, c'est-à-dire qu'ils ont des groupes importants, 30, parfois 40 élèves. C'est difficile dans ce cadre-là de pouvoir mener des projets en extérieur, de travailler sur d'autres approches. Et donc, avec un programme assez contraint, avec des évaluations qui n'ont pas toujours de sens par rapport à ce qu'ils veulent dire. Ils disent, je ne vais pas évaluer s'il s'est comporté, s'est comporté d'une manière écologique. Il dit, parfois, dans certaines activités, on fait du sauvetage et là, ça n'a pas de sens, l'évaluation. Tous les élèves. Dans le cadre scolaire, l'évaluation, c'est quelque chose qui va vraiment engager les élèves. Et s'il n'y a pas l'évaluation, certains ne vont pas vouloir pratiquer. Là, tous les élèves sont engagés, tous les élèves ont appris. Et certains enseignants me disaient, l'évaluation qu'on me propose dans le cadre des programmes ne correspond pas à ce que moi je veux leur proposer pour avoir une autre approche des activités physiques dans la nature. Et donc, ces conditions d'enseignement, voilà, beaucoup d'élèves dans un temps très contraint avec des programmes un peu contraignants fait que souvent c'est des projets hors du cadre traditionnel et avec des partenaires extérieurs à l'école. Un autre obstacle, et ce qui revient, qui est récurrent dans leurs témoignages, c'est selon une manque d'une véritable prise en compte des enjeux écologiques dans l'école. C'est beaucoup un effet d'affichage et qu'il n'y a pas vraiment de volonté de transformer les choses ou de soutenir ces projets. Et donc un manque de moyens humains et financiers pour porter ces dispositifs. Donc souvent, ça repose beaucoup sur l'investissement des enseignants en termes de temps et d'énergie. Et il y a vraiment un équilibre à trouver parce qu'il y a un épanouissement de ce qu'ils font dans leur cadre professionnel, du sens de ce qu'ils font avec les élèves, le retour des élèves, mais parfois ça ne suffit pas. Certains, ils s'essoufflent vraiment à passer énormément de temps et d'énergie et où ils vont baisser les bras parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Certains y mettent en place tout un projet et le projet doit s'arrêter parce qu'il n'y a plus de soutien, etc. Alors qu'ils ont énormément travaillé pour le mettre en place avec beaucoup de partenaires. Donc ça, c'est vraiment une limite importante, le besoin de reconnaissance de ce qu'ils font, de soutien, et aussi de perspectives professionnelles, c'est-à-dire de pouvoir se projeter. L'un des enseignants que j'ai interrogé, il n'était pas titulaire, et lui, il envisageait, et pourtant il portait énormément de projets sur l'environnement, la santé avec les élèves, et lui, il se projetait de plus en plus en dehors de l'éducation nationale pour continuer cet engagement et ces projets-là, parce que il se démenait beaucoup et il n'avait pas de perspective, lui, professionnelle, liée à la reconnaissance de ce qu'ils font. Donc c'est vraiment à la fois un équilibre fragile qui dépend de nombreux paramètres. Si l'un des paramètres change, ça remet en question les projets. Et vraiment un processus aussi dynamique et situé dans un contexte global. À partir de là, un objectif, c'était de faire des propositions pour la formation des enseignants, formation initiale et continue des enseignants d'éducation physique, mais aussi des enseignants de façon plus générale. Et les éléments importants à prendre en compte, c'est vraiment cette question d'identité écologique. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi de pouvoir échanger avec ce qui est fait ici, donc prendre en compte l'éco-ontogène. Quelles sont les expériences qu'ils ont vécues dans la nature étant enfants ou adolescents? Quelles relations est-ce qu'ils ont liées avec la nature? Il y a certaines études aussi récentes qui montrent que ceux qui ont vécu ces expériences de nature ne s'en éloignent jamais vraiment à l'âge adulte. Par contre, la question, elle se pose pour les étudiants qui n'ont pas développé, qui n'ont pas ce rapport à la nature dans le cadre de la socialisation un peu primaire, durant l'enfance et l'adolescence. Et il y a des études aussi qui montrent que le moment de l'entrée dans les études supérieures, c'est aussi un moment propice à des nouvelles instances de socialisation, c'est-à-dire pour avoir une recomposition par exemple du rapport à la nature, dans le cadre de leur pratique, dans le cadre académique, mais aussi le fait de pratiquer entre pairs, significatif, donc avec des amis ou un groupe, de vivre des émotions positives et fortes dans la nature, que c'est quelque chose qui peut vraiment amener des transformations de ce rapport à la nature, et que l'entrée dans les études est aussi propice à ça. Et le fait d'associer des connaissances sur l'environnement, de l'associer vraiment à une expérience vécue. Il y a
une recherche aussi qui a été menée sur par exemple les classes de mer et pour emmener des enseignants, des futurs enseignants, futurs professeurs des écoles, donc titulaires ici du premier degré, et l'idée c'était de leur faire vivre une classe de mer, de faire vivre en fait ce que les élèves vivent dans le cadre d'une classe de mer, donc aller en mer sur un bateau, avoir froid, avoir du vent, etc. Et comprendre en fait les émotions vécues par les enfants et comprendre aussi tout ce qui passe par le corps, en fait toutes les apprentissages corporels et le fait de le faire vivre aux enseignants, c'est là qu'ils prennent conscience en fait de l'intérêt aussi pour les élèves. Donc c'est de pouvoir faire une immersion en nature. Et donc concernant la créativité de l'Agir, à chaque fois tout ce que les enseignants y mènent, c'est vraiment des projets qu'ils vont mettre en place, donc ils vont projeter quelque chose qu'ils vont vouloir réaliser. C'est tout le temps en équipe et dans la formation des enseignants en France, il y a peu de travail en équipe. En fait, c'est peu développé. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais c'est souvent plus individuel, même si ça développe un peu, et en équipe interdisciplinaire, c'est-à-dire entre les différentes disciplines. Parce que les projets qu'ils développent, c'est avec des collègues des différentes disciplines. Et dans le cadre de réaliser un projet concret à l'université, dans le cadre de leurs études, ça développe toutes ces compétences qu'on peut humaines et sociales ou qu'on dit soft skills, qui se développent en fait que par l'expérience, que c'est pas des connaissances transmissives, on peut pas les apprendre par cœur, c'est vraiment en expérimentant qu'ils vont développer en fait ces différentes dispositions. Le fait de percevoir des potentialités, voilà, pour réaliser mon projet, je vais pouvoir utiliser ça ou le faire là-bas ou l'adapter comme ça, créer des marges de liberté, le fait d'expérimenter, prendre des risques, adapter au fur et à mesure à ce qui émerge pour arriver à concrétiser quelque chose. Et le fait de travailler en équipe, et je mets articulation des rôles, c'est aussi que les enseignants que j'ai interrogés là, c'est un peu, ils impulsent des projets, ils vont fédérer, et tout le monde n'a pas ce rôle non plus d'impulser des projets. Tout le monde n'a pas le même rôle quand on travaille en équipe, c'est que chacun il va amener ses propres dispositions, compétences, spécificités, et donc le fait de travailler en équipe, c'est comment on articule le rôle de chacun, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas devenir un leader de projet, mais chaque rôle a son importance pour l'aboutir. Ce qui est mis en évidence aussi, c'est l'intérêt de l'interdisciplinarité entre l'éducation physique et les autres disciplines scolaires. Ça, c'est pour la formation des enseignants de manière globale, au primaire ou au secondaire, parce que certains, en tout cas pour le fait de sortir hors de la classe et hors de l'école, il y a une appréhension parfois souvent de gérer les élèves en mouvement dans l'environnement extérieur, et c'est quelque chose que les enseignants d'éducation physique ont développé et connaissent très bien. Donc, que ce soit dans les contenus de formation que dans le fait de travailler en interdisciplinarité et certains contenus qui pourraient être transférables à l'ensemble des enseignants. Et au sein des établissements, les préconisations, les recommandations, c'est de vraiment soutenir les initiatives locales des acteurs qui sont déjà engagés, parce que les projets, ils émergent du terrain, et en fait, il faut accompagner, soutenir les projets dans leur développement, avoir une reconnaissance, donner des moyens d'agir. Ce qui est favorable aussi pour les enseignants, c'est des espaces de partage d'expérience entre eux, ce qu'on appelle en Bretagne, ils font des groupes de secteurs, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent entre eux et ils disent « Ah, moi je fais comme ça, j'ai testé tout ça, j'ai testé telle et telle chose ». Et en fait, c'est comme ça aussi qu'ils partagent et qu'ils s'approprient certaines choses. Ils disent « Ah, ben si toi tu le fais, je vais essayer. Toute seule, j'aurais pas voulu, mais si toi tu fais ça, je vais le tester. » Ou alors ils le testent entre eux. Et vraiment, voilà, ça c'est quelque chose qui était vraiment plébiscité par les enseignants. Et voilà, accompagner parfois des équipes dans la mise en œuvre de projets. Je suis pas trop long, ça va? Trop long, c'est tout bon. Ok, c'est parfait. Du coup, j'ai même le temps de boire. Voilà, c'était sur le projet de recherche mené l'année dernière. Les résultats, ils sont en cours de publication. Il y en a qui vont paraître là dans un ouvrage, un chapitre d'ouvrage, un article, et on est sur un article de synthèse sur l'ensemble de ces résultats. Et là, je vais vous présenter donc le projet de recherche qui démarre là en janvier pour 3 ans sur les aires marines éducatives, qu'on mène avec une équipe en Bretagne, en Occitanie. Alors pour expliquer brièvement, l'aire éducative, c'est un petit territoire naturel qui est géré de manière participative par les élèves d'une école, d'un collège ou d'un lycée, du coup secondaire, cégep.
Et c'est un dispositif qui est né en 2012, donc il y a une dizaine d'années, en Polynésie française, à partir des élèves d'une école primaire, où il y a des scientifiques qui sont venus faire une campagne océanographique et qui ont présenté aux élèves les risques de dégradation de la biodiversité locale. Et c'est des élèves qui ont dit, mais nous, on veut faire quelque chose pour protéger l'espace, le littoral devant l'école. Donc ils ont commencé à faire une sorte d'état des lieux avec leurs enseignants de quelle était la biodiversité, quels étaient les risques. Et c'était les élèves qui décidaient des actions qu'ils voulaient mener dans cet espace-là pour préserver, pour eux agir pour préserver l'espace proche d'eux. Et à partir de là, c'était un support aussi d'enseignement hors de l'école assez interdisciplinaire, que ce soit en sciences, en activité physique, en d'autres choses. Donc ça, c'est diffusé en Outre-mer, et à partir de 2016, donc il y a aussi une volonté institutionnelle, ça a été porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation, de l'Outre-mer et de la transition écologique. Et donc à partir de 2016, il y avait une volonté de le diffuser aussi en métropole, et c'est porté par l'Office français de la biodiversité qui coordonne la diffusion de ce dispositif, et l'équipe qui coordonne ça est basée à Brest, donc c'est très bien pour travailler en collaboration avec eux. Ça s'est diffusé, donc il y avait au départ les aires marines éducatives en Polynésie. Ils ont fait une version aussi air terrestre, parce qu'il n'y a pas la mer partout. Et le même dispositif avec un espace naturel de forêt, de prés, ou même en milieu urbain, dans un parc, même sur un terrain de foot, aller voir quelle est la biodiversité présente. Et les grands objectifs, c'est vraiment former les plus jeunes à l'éco-citoyenneté, au développement durable, volonté de reconnecter les élèves à la nature et au territoire, d'apprendre vraiment par les sens. Il y a cette volonté, une dimension sensible et sensorielle, et de favoriser le dialogue entre les élèves et les acteurs de la nature, parce que les élèves, ils sont accompagnés et par leurs enseignants et par une structure d'éducation à l'environnement qui intervient aussi, donc il y a un partenaire extérieur à l'école. Et donc ça se développe beaucoup ces derniers temps, quasiment ça doublait d'une année sur l'autre. L'année dernière, ils étaient environ à 1000 aires éducatives, donc cette année, il doit y en avoir sans doute encore plus. Et un objectif aussi, une volonté institutionnelle de développer ce dispositif, avec un objectif annoncé de 18 000 aires éducatives à l'horizon 2030, sans savoir vraiment comment tout ça va se diffuser, mais donc il y a vraiment un intérêt. Voilà, c'est un moyen, un dispositif d'école dehors où les enseignants sont aussi accompagnés, parce que l'équipe de l'EFB, elle les accompagne. Il y a une sorte de démarche de faire un état des lieux, et puis après, les élèves se réunissent vraiment en conseil de la mer ou conseil de la terre pour prendre toutes les décisions qu'ils vont mener. Et l'enjeu aussi de l'équipe qui gère ce dispositif, les écoles sont labellisées, enfin les aires sont labellisées. Et l'enjeu aussi, c'est de garder vraiment l'intention qui était à l'initiative du projet, c'est-à-dire que ce soit les enfants qui soient vraiment les acteurs et à l'initiative des projets. C'est vraiment donner des moyens d'agir aux enfants en tant que citoyens et co-citoyens dans cet espace-là. Et donc le projet de recherche, on développe là-dessus, il s'inscrit dans le cadre il est financé par la Fondation de France, dans le cadre d'un appel à projet sur les futurs des mondes du littoral et de la mer, donc en 2024, là pour 3 années. Et donc il y a 3 axes de recherche. Il y en a un, c'est plus sur le socio-historique, c'est-à-dire on va aller observer, analyser en fait comment l'émergence de ce dispositif et comment est-ce qu'il s'est développé dans chaque région en fonction des spécificités locales à chaque contexte géographique, culturel aussi, parce que c'est pas du tout la même culture et la même relation à la nature en Polynésie ou dans un milieu urbain en France. Et voilà, comment est-ce que en fait le dispositif se déploie en fonction de ça et en fonction aussi des soutiens et des structures de chaque région. Un deuxième axe plus psychologie de l'environnement, comment est-ce que la participation à l'ère éducative fait évoluer les représentations que les enfants ont de la nature, donc par exemple à partir de dessins, avant comment est-ce qu'ils se représentent la nature et après, comment est-ce que ça transforme durablement ce rapport à l'environnement, et un axe sur l'expérience et le rapport au corps, vraiment le vécu, l'expérience sensible et sensorielle, le vécu dans l'ère éducative par le corps. Il y a 4 terrains, donc des régions en Bretagne et en Occitanie, donc 2 régions en métropole, et en Polynésie et en Martinique. Et c'est vraiment une recherche
collaborative avec différents acteurs, c'est-à-dire que dans chaque région, voilà, il va y avoir une équipe locale qui associe vraiment les chercheurs avec les professionnels, les enseignants, les éducateurs à l'environnement, tous les acteurs qui sont engagés dans les aires éducatives et aussi les acteurs institutionnels. Il va y avoir des parcs marins, des associations, il y a beaucoup d'acteurs, des acteurs des régions, des départements, des académies, etc. Et c'est vraiment de travailler avec l'ensemble de ces acteurs pour développer cette recherche. Et un des objectifs, c'est aussi la formation des enseignants, de développer et d'expérimenter sur la deuxième partie de la recherche, donc 1 an et demi voilà, sur ces 3 axes. Et après, c'est de pouvoir proposer aussi et expérimenter des modules de formation des enseignants pour favoriser le fait qu'ils puissent enseigner en extérieur, parce que ce n'est pas du tout la même pédagogie quand ils travaillent sur les aires éducatives que quand ils travaillent dans la classe, et c'est comment accompagner le développement du dispositif, éventuellement comment l'adapter aussi en fonction des régions. Et enfin, le réseau Rebelle, auquel je participe et qui coordonne aussi, qui met en lien différents projets autour des questions voilà, de biodiversité. C'est vraiment, ça rassemble des chercheurs, mais aussi des artistes et des professionnels qui travaillent ou qui s'intéressent aux relations entre biodiversité, santé, bien-être par les loisirs actifs en nature. C'est un réseau qui est né il y a 3 ans maintenant et qui se diffuse petit à petit, donc qui part de France, mais il se diffuse en Europe et à l'international. On a une collègue d'Ottawa qui participe notamment. Et donc il y a différents objectifs en fait, qui structurent l'action du réseau. Donc rassembler des chercheurs de différents domaines et pour mener, soutenir et développer des recherches interdisciplinaires qui associent aussi sciences dures et sciences humaines et sociales pour appréhender un objet d'une façon vraiment globale. Associer aussi les artistes pour avoir une approche aussi sensible, que parfois la démarche scientifique a du mal à appréhender une approche plus sensible de la relation à l'environnement, et travailler vraiment avec les professionnels et les acteurs sur le terrain. Il y a de recenser aussi les productions actuelles sur les bienfaits du contact avec la nature et de concevoir aussi des supports pour diffuser ces connaissances, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui restent parfois, qui ont du mal à se diffuser vraiment pour le grand public, et c'est de concevoir des supports de diffusion des connaissances, produire de nouvelles données scientifiques, de mener des recherches sur ces questions-là, en collaboration avec les acteurs socio-économiques, et aussi de renforcer le lien en recherche-formation, c'est-à-dire d'associer des étudiants, de développer des projets de recherche-formation, comme le projet RAM notamment, mais il y a d'autres projets aussi. Rapidement les activités de 2023, donc il y a eu l'organisation d'un colloque sur le sport et le végétal à l'Université de Besançon. Il y a une enquête en cours sur la sylvothérapie. Il y a un autre colloque végétatio à Paris entre artistes et chercheurs. On a participé aux Nuits des forêts, là c'était plus un événement aussi grand public. On a fait des rencontres, donc chaque année il y a une rencontre en présentiel dans la mesure du possible des acteurs du réseau. L'année dernière c'était dans les arbres dans une forêt de Besançon. Et par exemple une exposition sur un projet de recherche, la mer s'éclasse, donc qui est sur une exposition d'un projet de recherche qui a été mené sur les classes de mer. Et sur les projets à venir, quelques projets à venir, donc il y a un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Nature et Récréation qui va paraître vraiment sur les pratiques récréatives en nature, la biodiversité et le bien-être. Il y a un projet de recherche-action avec les étudiants de l'Université de Besançon de déconnexion et reconnexion à la nature, enfin déconnexion un peu plus des écrans, tout ça, et de les reconnecter à la nature par un séjour en itinérance de plusieurs jours avec les étudiants. Il y a un projet de recherche-action Collège dehors aussi qui est mené là en Bourgogne-Franche-Comté avec une association d'éducation à l'environnement qui s'appelle Le Graine. Un projet, une conception d'un jeu, d'une fresque santé en nature, et aussi les prochaines rencontres du réseau qui seront là sur l'environnement plus marin, qui sont prévues sur une île où il y a un lieu scientifique, un bâtiment de l'université de Rennes qui est là-bas. Voilà, parmi les différents projets en cours, et c'est voilà, aussi grâce à ce réseau que je suis là aujourd'hui devant vous pour échanger avec vous et puis voilà, partager aussi les expériences.
Et voilà. Alors Anne, je te remercie d'être venue, je te remercie pour la présentation. Merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, merci d'avoir été présents aujourd'hui. L'enregistrement de la conférence de Anne sera bientôt disponible sur YouTube. Vous pourrez réécouter cette présentation. On va demander à notre équipe de montage et technique de s'en occuper. Voilà. Donc si jamais vous voulez le partager avec d'autres personnes, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à tous donc une bonne après-midi. Et un bon début de session encore à tous, bon début d'année. Bye bye, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.